France Culture, jusqu'à 6 h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. En 1936, la Société suisse de radiodiffusion se rend chez Romain Rolland à l'occasion de son 70e anniversaire, afin que l'auteur de Jean-Christophe, roman publié en plusieurs volumes dans les cahiers de la quinzaine, mais aussi auteur d'une vie de Beethoven, d'une vie de Tolstoï et d'un célèbre manifeste pacifiste, Au-dessus de la mêlée, précisément publié en Suisse au début de la guerre de 1914, une suite d'articles, afin que Romain Rolland donc évoque ses souvenirs d'enfance, d'adolescence, ou plus exactement ses impressions d'enfance et d'adolescence, aussi bien à propos du vélo, du train, de l'aviation, bref, des bouleversements qui, après 1900, ont changé le monde, selon lui. Mais bien sûr, il sera aussi question de son entrée dans le monde littéraire et de l'écriture, relever l'énergie de la meilleure France. Citoyen du monde, travailleur du monde, quel fait au-dessus du berceau du petit Romain Rolland s'était invité? La musique, bien sûr. L'Europe de Romain Rolland, en 1936, évocation de la vieille Allemagne de Goethe et de Schiller. Après, ce sera une autre histoire, comme l'on sait. La radio pâle a bien voulu me demander quelques mots sur ma vie. En la remerciant de son intérêt, je tiens d'abord à dire ma gratitude à la Suisse, où j'ai vécu tant d'années et où j'ai écrit une partie de mes œuvres. Je dois beaucoup à ces montagnes, qui m'ont été dans ma jeunesse une source de recueillement et d'énergie. Et c'est en Suisse que j'ai affermi, que j'ai maintenu dans la tourmente ma conscience de l'unité européenne. Mes amis suisses, je vous remercie. Il y a 70 ans que je suis né. Ce n'est pas un espace bien long. Par-dessus le fleuve du temps, le vieux homme donne la main à l'enfant. Et pourtant, il y a entre eux le passage d'une ère à l'autre de l'humanité. Je suis né en 1866. De 1866 à 1936, l'espace parcouru n'est pas moins gigantesque qu'il ne le fut de 1760 à 1830. Si nous remarquons davantage à distance la grande chaîne de montagnes convulsées que furent la Révolution française et les guerres napoléoniennes, croyez que ne paraîtra pas moins saisissante à l'avenir l'époque qui a vu le réveil de l'Asie, la Révolution soviétique et la guerre mondiale qui a remué jusqu'en ses profondeurs la civilisation. Il y a d'autres changements qui ont bouleversé et renouvelé la condition humaine. Quand j'étais petit garçon, j'ai le souvenir de m'être endormi dans des diligences au tintement des vitres et des grelots. Je me vois épouvanté à l'aspect du premier chemin de fer dont la locomotive fit son entrée fumante et asthmatique pour la première fois dans ma province française. J'ai contemplé avec respect les premiers vélocipédistes audacieusement juchés sur leurs roues de moulin. J'ai entendu, en faisant les yeux ronds, parler comme d'un magicien de conte des premières inventions d'Edison. Et je me souviens, adolescent, des ricanements de mépris des hommes de science devant les premiers essais, d'ailleurs fantaisistes, de navigation aérienne dont ils niaient péremptoirement la possibilité. Et puis, ce fut, d'après 1900, ce déchaînement d'inventions inouïes qui ont transformé le monde. Je ne suis pas de ceux qui, comme mon ami Duhamel, gémissent des progrès incessants de la technique et qui, sans renoncer pourtant à en user, voudraient, les ingrats, leur intimer comme Josué au soleil, l'ordre de s'arrêter. Non seulement je crois à la puissante loi fatale qui commande ce progrès sans arrêt, mais je l'aime et je lui suis reconnaissant, car il sert magnifiquement au bien-être de la communauté et pourvu qu'on l'emploie avec intelligence, il contribue au vaste essor de l'esprit humain. On n'évaluera jamais assez haut le miracle du rapprochement foudroyant opéré grâce à la technique entre tous les peuples de la Terre. Si pour commencer ils se heurtent, ils auront bientôt fait de s'unir
pour le combat fécond de tous les jours contre la nature et contre les vieilles injustices. C'est déjà fait. Dans ma petite ville de moins de 5000 habitants, au cœur de la France, Clamecy en Nivernais, quand je suis né, les bourgeois bornaient leur horizon aux limites de leur département. Le voyage à Paris semblait aussi lointain qu'aujourd'hui celui à New York. Des pays étrangers, on ne savait quasi rien que par les récits des anciens combattants de Sébastopol et de Solferino. Je ne semblais donc en rien prédestiné à devenir ce que je suis essentiellement, un Weltbürger, un citoyen du monde, ou, pour parler plus exactement, un Weltarbeiter, un travailleur du monde. La clé de l'unité humaine m'a été donnée à mon berceau par une bonne fée maternelle, la musique. Sans avoir encore la moindre connaissance de l'Allemagne et de l'Italie, où je ne suis allé pour la première fois qu'après 20 ans, je communiais, enfant, avec les meilleurs de ces deux peuples par le sentiment. À Paris, où 3 années passées à l'école normale supérieure furent l'achèvement de mon éducation classique, j'ai connu de grands esprits européens comme Renan. J'ai correspondu avec Tolstoï. Mon européanisme s'est fortifié à Rome, où je fus envoyé à l'école française du Palais Farnèse par une amitié filiale pour la septuagénaire au grand cœur, Malvina von Meisenburg, qui avait été proscrite d'Allemagne après la révolution vaincue de 1848, qui avait été l'amie de Mazzini, de Herzen, de Wagner, de Nietzsche, d'Ibsen, de presque tous les grands combattants de l'esprit dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Par elle, je connus, j'aimais et je fis mien la vieille Allemagne de Goethe et de Schiller, ainsi que l'idéalisme européen de 1848. J'y ajoutai les ardents souvenirs de la Révolution française que j'avais puisés dans ma propre famille. Ainsi armé, j'entrai dans la bataille littéraire vers 1897. À ce moment se déchaînait l'affaire Dreyfus, et je m'y mêlai avec un drame, Les Loups. J'écrivis d'abord une douzaine de drames de la Renaissance et de la Révolution, dont mon rêve eût été de faire les premières assises d'un théâtre du peuple, et j'en ébauchai aussi l'esthétique. Mais je venais trop tôt, et mon appel resta sans écho. Je me repliai sur les œuvres de vie intérieure, sur le roman Confession. Au cours de mes premiers combats intellectuels à Paris, j'avais appris à connaître ce que j'ai nommé depuis la foire sur la place et la France cachée qu'elle étouffait. J'entrepris d'écrire pour relever l'énergie de cette meilleure France et du même coup de la meilleure Allemagne, de la meilleure Europe, contre leur ennemi commun, les exploiteurs, les corrupteurs de l'esprit public. Et ce fut la suite des 10 volumes de Jean Christophe. Ce furent aussi mes vies héroïques. Beethoven, Michel-Ange, Tolstoï, qui tâchèrent à rallumer les grands feux de l'âme. La victoire dépassa mon espérance. De la solitude presque complète où j'avais commencé Jean Christophe en 1902, j'étais arrivé en 1913 à rassembler de tous les points de la terre des milliers d'amis et d'alliés, surtout une ardente jeunesse. La guerre de 1914 vint tout ruiner. La meilleure partie des jeunes amis de Jean Christophe furent engloutis. Ceux qui restaient étaient brisés. Je résistais à l'ouragan de fureur fratricide qui broyait les grands peuples de l'Occident. J'ai maintenu, en dépit de tout, la fraternité franco-allemande et, au-delà, européenne. Je fus pour cela, pendant 4 ans, le Français le plus haï en France. Encore à l'heure présente, beaucoup de ceux qui avaient été mes amis d'avant 1914 ne me l'ont point pardonné. Qu'il en soit ainsi, je ne pouvais agir autrement. Si c'était à recommencer, je recommencerais. Depuis la fin de la guerre, je me suis mis à reconstruire sur les ruines du passé. Mais le plan du monde s'était élargi. Il ne s'agissait plus seulement de l'Occident, mais de la communauté du genre humain, à qui la guerre même avait sentir sa solidarité de souffrance et d'espoir. D'autre part, la vieille société avait trop affreusement démontré
son impuissance et sa malfaisance. Un renouvellement social s'imposait. De 1920 à 1930, j'ai étendu mon champ d'études et d'action à la Russie et à l'Inde. J'ai fait connaître en Europe les héros de l'esprit indien, Gandhi, et ses précurseurs, les grands mystiques à l'âme universelle, Ramakrishna et Vivekananda. D'autre part, je n'ai cessé de défendre contre les attaques, contre les menaces du vieux monde, le monde nouveau, l'URSS, et je me suis rangé à ses côtés. J'ai voulu retracer cette lente, souvent pénible, mais continue et réfléchie évolution d'esprit dans une suite de romans parallèles à ceux de Jean Christophe, L'âme enchantée, et dans une série d'articles sociaux, tout dernièrement parus en volume, 15 ans de combat. Mais je n'ai jamais oublié, pas un seul jour, mes vieux amis, ma fontaine sacrée de la vie intérieure, la musique. Et de tous ces chantres inspirés, celui qui m'est le plus proche, Beethoven. En lui et en elle, je n'ai cessé de me retremper. Ils me font toucher le fond commun de l'âme humaine, l'unité. Et c'est ce contact que je voudrais communiquer à tous par mes écrits. Au milieu du torrent qui passe, élevé à une Festbourg. Dans la mêlée du monde, il faut que tous les peuples arrivent à comprendre qu'ils ne sont tous qu'un seul peuple, qu'un seul homme. C'était déclaration de Romain Rolland à l'occasion de son 70e anniversaire, enregistré le 16 janvier 1936 par la radio suisse romande. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne durant 1000 jours ou la podcaster durant 1 an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Profitons vite, les beaux jours sont si courts, nous pleurerons peut-être ensuite. Si l'on résiste, ce n'est que temps perdu, et ce temps-là n'est pas rendu. Les heures brèves versent nos rêves, nos beaux rêves d'amour. Brèves versent nos rêves, nos beaux rêves